Bonjour à toutes et à tous, ou l'un, je crois, après le tour rapide de table. Donc, c'est une partie de l'intervention qui est complètement verticale puisque je ne vous vois pas et que je vais défiler ce texte. J'espère que la présentation des éléments que j'ai réunis pourra vous intéresser et surtout nourrir le projet pour l'avancer à ce stade du démarrage où tout est encore possible et en termes de contenu et en termes de contenant qui va nous intéresser en tout cas, j'espère pouvoir vous accompagner en tant que scénographe. Donc, voici un petit moment de partage, en tout cas, de mes réflexions pour les prochaines étapes. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je vous enverrai la conférence parce que j'ai mis plein de liens de projets intéressants qui, je trouve, résonnent avec celui que vous avez. Pour le sommaire, du coup, je vais vous présenter peut-être rapidement Vast et ce que je fais moi en tant que scénographe dans ma vie professionnelle, puisque j'en ai parlé avec quelques-unes d'entre vous la dernière fois, mais je pense que c'est bien de vous montrer quelques visuels si ça vous convient. Et puis après, j'ai plusieurs parties, une qui est sur plus le sujet, l'autre sur le dialogue qu'on peut avoir et avec les participants et avec les publics. Et une troisième sur un peu la mallette et les outils à notre disposition avec plusieurs projets inspirants qui ont des similarités. J'ai déjà commencé à préparer l'intervention de fin mars qui sera plus sur le chemin et donc sur les étapes qu'on utilise communément en scénographie. Et la méthodologie, je crois qu'on n'aura pas le temps en une heure de regarder tout ça, mais je vous ai préparé un exemple de projet un peu type et toutes les phases qu'on rend et comment on fait un peu monter la mayonnaise avec tous les ingrédients du début jusqu'à arriver à l'ouverture du projet. Euh, alors, du coup, le Studio Vast, moi, je travaille avec les personnes avec qui je suis associée depuis 2007, mais en 2017, on a fondé le Studio Vast. Donc, on est plein d'indépendantes réunies autour de cette structure pour répondre beaucoup à des expositions temporaires, mais aussi maintenant des musées permanents. On fait aussi un petit peu de scénographie urbaine. Ça nous est arrivé d'intervenir dans l'espace public ou en tout cas en extérieur, ce qui est une complexité un petit peu différente des espaces qui sont déjà prééquipés. Et on a fait quelques présentations de produits design ou d'aménagement de bureaux ou professionnels. Dans les projets permanents, alors c'est vraiment toute typologie, même si ça reste quand même beaucoup axé sur le culturel. Ce projet-là que j'aime beaucoup, c'était la Contemporaine à Nanterre, qui est sur les collections historiques, politiques et sociales du XXe siècle et avant. Donc là, on a tout un parcours sur l'histoire de France et du monde sur 500 mètres carrés. Donc, autant vous dire que c'est un Tetris d'installation important pour arriver à scander le parcours et à donner à la fois un lien historique et thématique. Au milieu, on est sur un projet du Muséum national du Muséum d'histoire naturelle du Havre, où on a fait une exposition temporaire. Et là, on est en train de refaire tout l'aménagement de leur collection permanente avec des archives du patrimoine car le bâtiment est classé. Et puis, je vous ai mis un projet très différent, à savoir la galerie des machines agricoles ou de l'évolution du machinisme agricole qui est à Besançon, à Nancray plus exactement, et qui est un centre d'interprétation écomusée sur la histoire de l'architecture et de l'artisanat de Franche-Comté, avec des personnes incroyables qui le dirigent et très engagé écologiquement, avec qui on a travaillé tout le reste du parcours. Mais là, pour l'instant, on n'a ouvert que la galerie des machines agricoles. Donc, on n'expose pas tous les jours des tracteurs à détourer sur des logiciels de plan et en 3D. C'était très sympa. En exposition temporaire, c'est assez divers et varié. Autant des expositions qui sont thématiques dans cette page vont nous permettre de faire des scénographies qui vont dans plusieurs sens, des vitrines et évidemment des choses plus classiques, mais parfois des éléments plus de décor avec l'intégration du multimédia, comme au musée Guimet où la Chine des Tangs va fermer à la fin de la semaine. On a pu acheminer des grands blocs de pierre pour faire des assises comme si on était sur le bord du rivage avec les navires de la route de la soie qui partaient. Et puis, une exposition aussi qui est ouverte si vous passez à Rennes sur les fleurs et qui est sur les acceptations historiques, patrimoniales, mais aussi sociales des fleurs et comment. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses sur l'analogie qu'on a pu faire entre les femmes et les fleurs, qui a accentué le sexisme
et le positionnement des femmes dans la société, c'était assez intéressant. Et on a de la chance d'avoir été porté par une démarche écologique du musée. Donc, on a pu faire des podiums en terre, en chaume. On a fait des constructions en osier avec une osiériste. Et on a travaillé avec un décorateur de théâtre qui a pu chiner une serre, qui a pu aller nous chercher beaucoup, beaucoup d'éléments. Et l'avantage de cette exposition, c'est pas mal de modules ludiques qui sont intégrés. Donc, on a fait un qui est sur les fleurs. Je vous en reparlerai peut-être, mais c'est important de s'arrêter là-dessus. Pour moi, le qui est, par exemple, c'est la transposition la plus efficace d'un module ludique pour que les gens s'assoient en face de l'autre, qui se connaissent ou qui se connaissent pas, et du temps pour observer des images, pour s'interroger, pour dialoguer, pour parler, pour poser des questions. Et donc, en fait, on découvre toutes les parties d'une fleur, on découvre du vocabulaire sur le pistil, enfin, sur les étamines, et savoir les nommer pour pouvoir différencier les éléments. Et je trouve que c'est un outil, le qui est, que je place à presque toutes les sauces, quel que soit le sujet. Le projet participatif dont je vous avais montré tout à l'heure, c'était à Évry-Courcouronnes, commandé par la communauté d'agglomération du Grand Paris, parce qu'il y avait des travaux sur cette grande place qui est un nœud urbain très important entre les bus, le métro et le centre commercial. Et pendant la durée des travaux, la place était modifiée pendant plusieurs mois dans les circulations et ils ont souhaité du coup colorer, annoncer le projet et aller au-devant des personnes qui habitent et qui utilisent cette place pour leur demander leurs besoins pour la suite. Et donc, on a créé avec peu de moyens plusieurs jeux pour que les personnes puissent pendant tout l'été rester sur la place et jouer. Donc, il faut transformer un jeu comme le Puissance 4, par exemple, de façon à ce qu'il n'y ait aucun pion, puisque donc, on est en ville, tout se perd ou se disparaît assez facilement. Donc là, tout l'enjeu, ça a été de faire un puissance 4 à l'échelle de la ville, dont aucune des pièces ne disparaîtrait pour que ça tienne pendant de longs mois. Donc vous voyez sur l'image en haut à droite. Et puis, on a travaillé avec un artiste que j'aime beaucoup, Laurent Perbos, qui fait pas mal d'interventions artistiques autour de la transposition des sports dans l'espace urbain en les détournant. Et donc là, c'est un ping-pong pipe qui permet de jouer de façon assez déconstruite au ping-pong dans cet espace. Et ensuite, et la dernière intervention qui était celle qu'on a tous ces plots post-terrorisme qui empêchent les voitures béliers d'avancer, qui ont toutes été transformées soit en support de damier de jeu, soit en causeuses. Donc, comme vous voyez dans tous les projets, j'aime bien nourrir le dialogue qu'il peut y avoir entre les personnes. Et donc, on s'est fixé dessus à moindre frais pour pouvoir du coup avoir des endroits de pause pour les personnes âgées, mais aussi pour les plus jeunes, comme vous voyez, qui se l'approprient très vite. Un deuxième projet qui est participatif, mais très légèrement, mais qui avait l'intérêt qu'on est arrivé au début et on nous a demandé de faire la muséographie et la scénographie et la réalisation. Donc, c'est ce qu'on appelle des conceptions-réalisations un peu clés en main. C'est pour le musée des égouts à Paris, sur la baignade en Seine. Donc, c'est le musée des égouts, personne ne le sait, est un des grands acteurs qui a participé à l'épuration des intrants chimiques qu'il y a dans la Seine, puis en tout cas, il le calcule, il le mesure, et il gère beaucoup de choses. Donc, j'ai appris énormément d'informations. Et puis surtout, on a réuni des documents incroyables sur toutes les baignades qu'il pouvait y avoir au XVIIIe siècle, des notes de docteurs qui donnaient des ordonnances pour avoir des bains gratuits dans la Seine pour Madame Intel qui n'en avait pas les moyens et qui avait besoin de faire des bains pour sa santé. Donc là, c'est un endroit, comme vous voyez, qui est assez austère, pas facile. C'est une travée de conduite de métro sèche, de conduite d'égout sèche, dans laquelle on s'est implanté. C'est une expo qui est itinérante, qui va voyager ensuite sur Paris-Plage et dans pas mal d'endroits. Donc, c'est des modules qui ont été faits avec du réemploi qu'on a sourcé de Tasso, des éléments jaunes que vous voyez qui font esthétique, mais qui sont aussi parce que tout le sol est en pente. Et donc, pour pouvoir gérer à la fois cette pente et l'itinérance, il a fallu trouver des solutions. Donc, on a ce fourreau jaune qui nous permet de gérer les hauteurs. Et on a plusieurs dispositifs qui sont manipulables. Un dispositif de vote à la fin de l'exposition pour savoir si oui ou non, en 2025, on avait envie de se baigner dans la Seine. Pour la petite anecdote, quand je suis allée prendre des photos, j'ai vu quand même que le personnel, tous les matins, réenlevait les noms
pour les remettre dans la boîte. Donc, j'ai compris qu'il y avait à la fois un vote dans la journée, mais en même temps une remise à zéro très fréquente pour pas que ça se voit trop que le non l'emportait largement. Et moi, j'aime beaucoup partir des matériaux aussi pour trouver comment on va construire un projet. Donc là, en l'occurrence, ils avaient énormément de carrelage qui viennent des espaces des égouts, puisque toutes les zones de bureaux sont travaillées avec ces carrelages bleus. Ça veut dire que c'est une zone propre dans laquelle on doit avoir nettoyé ses chaussures, ses mains. Donc voilà, ils ont des codes couleurs comme cela, et donc ils nous ont mis à disposition des tonnes de carrelage. Donc on a fait une espèce de table en forme de vague de Seine pour construire le plus possible avec l'ADN de leur site. Donc la fiche d'identité du projet, je pense qu'on va passer assez vite parce que vous le connaissez, mais je pense que moi j'en avais besoin pour construire cette conférence sur ce projet de relation nature-ville en concertation avec les habitants, qui est la particularité de cette édition qui vous concerne, et à l'échelle du quartier Cronenbourg. Donc on a effectivement les 3 thèmes qui sont l'écoquartier, enfin, ou l'habitat participatif, l'écosystème naturel aussi. Et puis c'est drôle parce qu'en fait finalement c'est tout des discussions qu'on a eues sur les sciences participatives et l'implication des habitants. Donc je trouve qu'il y a un écho très intéressant. Et puis le patrimoine lithographique de ce futur lieu, on espère, de création artistique, qui a aussi pu émerger grâce à des associations ou des collectifs qui participent à sa remise en œuvre. Donc dans ce contexte, on a quand même beaucoup d'interlocuteurs, et vous verrez, c'est la particularité de très souvent tous les projets un peu participatifs, urbains, transitoires, ceux de à la fois les citoyens, des associations ou des institutions, qui sont 3 niveaux d'implication assez différents en termes de vous regarder passivement ou de coopérer activement. Donc toute la question est de savoir qui on va trouver comme interlocuteur actif ou passif, temporaire ou permanent pendant la durée du projet. La forme, elle est libre, et la restitution, je vous le disais, elle est pour la plupart d'entre vous probablement en extérieur, donc avec les contraintes de l'extérieur qu'il faut intégrer dès le début du projet. Mais ça pourrait aussi être en intérieur si vous êtes dans une vitrine de magasin ou derrière une vitre ou une fenêtre. Outre le fait qu'on est dans la ville et au contact des gens, on a la vie de l'œuvre qui va être au contact de public sans surveillance. C'est une particularité importante du projet, et qu'il faudra avoir dans la donnée immédiate, comme j'ai pu vous le montrer pour le Qui-est, par exemple. Sinon, on peut passer à côté de votre objectif s'il est détérioré assez rapidement. Donc, il faut déployer la robustesse nécessaire pour que ça puisse tenir dans le temps avec les intempéries ou les actions des petits et des grands qui aiment bien gratter tout ce qui dépasse. Alors, le porte-voix, c'est un peu comment on peut aborder ces sujets que vous êtes en train de choisir, mais aussi qu'est-ce qu'on a envie de porter, de soutenir ou de faire, et quelle est votre particularité pour l'aborder. Donc là, c'est un peu de la méthodologie, donc je vais passer assez vite, mais je sais que quand on aborde un projet et qu'on ne sait pas encore dans quel sens le prendre, je trouve que suivre une grille comme ça d'analyse et de réflexion pour faire monter la mayonnaise au fur et à mesure, c'est toujours intéressant. Donc les ingrédients qu'on a, évidemment, c'est l'analyse. On a commencé du cadre du projet, le fait de lire et s'informer, et puis de parler avec les interlocuteurs et interlocutrices. Et je crois que vous avez plusieurs rendez-vous qui sont prévus aujourd'hui pour ça. De défricher le sujet, mais aussi, mon alerte, c'était de l'analyser de façon un peu systémique et non en silo, parce que si on réfléchit que à l'un des 3 thèmes, soit la version écoquartier, soit le vivant humain ou le vivant non humain, je pense qu'on peut passer à côté aussi des enjeux d'un quartier qui est d'une complexité de vie qui s'y croise. Et donc c'est important et de réfléchir au sujet spécifique, mais parfois de faire un peu des macros et de vérifier d'avoir une attention aux effets rebonds, parce que parfois, enfin, je ne sais pas si vous voyez, l'effet rebond, c'était un terme qui était plutôt en économie, où quand on avait un accroissement de la consommation provoqué par une réduction des limites qui étaient posées jusque-là, on avait un surcroît de consommation. Donc en fait, c'est un effet qui est plutôt pervers, qui en écologie montre que parfois, par exemple, quand on a plus d'efficacité énergétique, ça ne veut pas dire qu'on a une réduction de la consommation énergétique, ça veut dire qu'elle se transforme et qu'on la développe autrement. Donc je pense que dans les projets scénographiques ou artistiques, il faut aussi voir quel peut être l'effet d'analyse qu'un regard extérieur peut avoir
sur votre projet et vérifier les effets rebonds pour pas que vous les découvriez trop tard. Décomposer le propos, c'est intéressant parce que vous ne pourrez pas tout dire et que parfois on se perd à tout dire, et en traitant une partie très précise, en se recentrant sur un aspect ou sur quelque chose qui résonne avec vous et sur le regard que vous pouvez porter dessus sans vouloir tout dire, et bien, en fait on est parfois plus efficace et les gens se renseignent sur ce qui existe autour. Et puis vous aussi, je pense qu'il faut faire ce temps de recherche sur ce qui a été fait sur le sujet, sans se sentir écrasé par des projets à succès, mais en trouvant quelle est votre voie. Parce que vous avez sûrement un apport très spécifique, chacun et chacune, à ce projet. Et puis, avoir un esprit critique, c'est important, mais tout ça dans une posture simple et humble, puisque les personnes que vous rencontrez ont beaucoup d'expérience, vous en transmettent une partie, mais comme on l'a vu, ils sont très ouverts d'esprit, mais sans savoir exactement ce qu'ils font pour l'instant dans le projet, ce qu'ils vont vous nourrir. Donc, je pense que c'est important, une fois que vous avez creusé votre sujet, de repartir un peu en dialogue avec les participantes ou participants pour vérifier et approfondir et tester vos idées sur eux avant de les mettre en forme. Parce que l'idée, c'est de raconter leur histoire, ou c'est de raconter une histoire sur le sujet en ouvrant les imaginaires. Le monsieur qui nous avait accueillis à l'immeuble de CUT avait dit que lui, ce qu'il espérait dans le projet, justement, c'était qu'on transmette à la société un modèle auquel lui, il adhère, mais qu'il aimerait qu'il se développe pour plus de bien vivre. Donc, je pense que dans cette démarche, et désolée pour les deuxièmes années, peut-être que du coup, ça n'intéresse pas s'ils ne sont pas sur le projet, on va passer à des sujets plus inspirants. Mais dans tous les projets, de toute façon, et c'est comme Rudy Bord le disait, le chemin, il est aussi important que le résultat, la démarche. Et je pense que ça vous nourrit, ça nourrit les personnes que vous rencontrez. Et parfois, on peut juste faire le récit de ce qui s'est passé pendant la démarche, et c'est tout aussi intéressant. Alors, des inspirations sur le sujet des aménagements urbains transitoires. Je pense que là, on va les survoler, mais je vous ai mis les liens parce que c'est quand on est un peu perdu dans le projet ou qu'on cherche à se renseigner sur ces sujets dont des gens ont fait leur spécificité dans leur pratique professionnelle. C'est très intéressant d'aller voir ce genre de guide pratique qui essaye d'informer à la fois les maîtrises d'ouvrage ou les villes qui veulent se lancer dedans, mais aussi les concepteurs. Donc, le Cabanon Vertical, c'est un collectif qui a été créé par Olivier Bedu, avec qui j'ai déjà fait une conférence. Donc, j'avais découvert ce sujet-là avec lui il y a 2 ans. Il a écrit un guide justement des aménagements urbains, et vous avez l'adresse ici sur Calameo, qui est ouvert et gratuit. Alors, on ne peut pas le télécharger, mais par contre, on peut complètement le lire en direct. Et sur que signifie cette démarche, quelles sont les étapes à respecter. Il y a même des trucs très pratiques sur comment faire une demande d'autorisation d'aménagement du territoire, comment mobiliser les habitants, quel est le temps de mise en chantier, les supports appropriés. Donc, je pense que je l'ai mis en premier parce que ça peut être très intéressant. Et il y a plein de petits dessins. Donc, ce n'est pas des pages et des pages à lire, mais c'est une façon de le rédiger qui est très visuelle. En tout cas, j'y suis assez attachée. Et là, on voit bien tous les usages de ces habitants avec lesquels vous avez commencé les relations, de ce projet urbain où on a commencé des visites du quartier, mais aussi du coup de qu'est-ce qu'on veut faire pour investir cet espace, soit en amélioration du cadre de vie, soit en potentiel inexploité, soit en racontant ce qui s'y passe et en sensibilisant à l'environnement. Je ne peux pas vous raconter ce qu'il y a dans toutes ces pages, c'est juste pour vous donner envie d'aller le découvrir, mais du coup, on a de toute façon sur ce genre de projet beaucoup d'interlocuteurs et d'interlocutrices qui peuvent le nourrir et qui peuvent le regarder et qui seront à la fois du coup des co-concepteurs avec vous, mais aussi vos futurs publics et visiteurs. Donc il faut les soigner parce que ça sera votre meilleur atout com après pour l'exposition, pour en parler et faire du bruit et emmener des amis, des voisins. Donc c'est une spécificité un peu de la boucle entre co-concepteurs et visiteurs, de s'installer dans leur quartier. Voilà, je voulais vous montrer ces petits dessins, puisque je trouve, et quand on disait que le chemin était aussi important, que raconter aussi et avoir des données qui racontent ce qui se passe dans le processus collaboratif, je trouve que c'est assez intéressant et ça fait vivre et ça donne de l'importance à ces moments. Ces transcriptions, du coup, sur ce travail autour de la table, le rôle de chacun, ils sont très intéressants pour expliquer aussi les relations qu'on peut avoir
et les bureaux de rue ou les transcriptions graphiques qu'on a pu faire, et les traductions et les allers-retours, puisque là, il parle vraiment beaucoup de ces ajustements et de l'évaluation avec les habitants, des propositions de conception qu'on peut avoir au fur et à mesure du projet, avec des alertes évidemment sur les compétences qui sont à la fois techniques et puis sur le respect des règles et des normes dont on pourra en reparler la prochaine fois si vous le souhaitez. Alors, un deuxième endroit ressource, vous connaissez peut-être du coup la plateforme Social Design, mais je connaissais et j'y suis retournée. Je trouve que déjà ces thèmes, faire lien, fabriquer la ville, transmettre, prendre soin et rendre durable et donner goût sont très intéressants. Dans faire lien et fabriquer la ville, il y a énormément de choses qui peuvent vous intéresser. Transmettre aussi, je pense que c'est des propositions plus graphiques et moins interventionnistes dans la ville, mais qui sont très bien. Et il y a des projets dont il raconte un petit peu quand même la démarche, les objectifs, les budgets qui sont très bien faits. Par exemple, je vous ai mis celui sur cycloscopie, qui est vraiment le projet esthétiquement très efficace pour un moindre coût, qui a été auto-initié par un groupe qui s'appelle Polysémique de concepteurs, qui sont allés partager avec les publics leur envie de mettre en valeur le vélo et de faire de la joie et de la beauté dans l'espace public et dans les déplacements cyclistes. Voilà, mais tout ça, c'est aussi un, un prétexte pour du lien social, pour des activités ensemble et apprendre à se connaître. Je trouve que ça a une efficacité visuelle intéressante et une durée dans le temps avec peu d'impact écologique sur les matériaux. Alors celui-là, ça ne correspond pas forcément du tout à votre projet, c'est juste parce que j'aime beaucoup l'humour qu'il peut y avoir dedans, dans cette équipe de valorisation des torchons et des paillassons. C'est peut-être plus pour ceux qui travaillent sur les immeubles participatifs et l'écoquartier. Ils ont décidé du coup de s'habiller et de faire du porte-à-porte en vêtements de travail pour aller solliciter des informations sur les torchons et les paillassons des personnes, ce à quoi ils tiennent, pourquoi, les faire parler, c'était leur entrée. Ils mettaient des petits avis de passage quand ils n'étaient pas là pour expliquer très sérieusement qu'ils repasseront pour avoir des informations. Et à la fin, ils ont construit des torchons brodés qu'ils ont remis aux équipes et des paillassons avec des histoires qui avaient été racontées dans chacun des immeubles pour réenchanter les cages d'escalier de ces quartiers. Et puis, comme ils disaient, donner de la force et du courage en entrant ou sortant de l'immeuble pour essuyer les difficultés et les échecs de la vie. Donc, c'est à la fois plein d'humour et à la fois très poétique. C'est un peu de l'ordre de la performance. Ici et là-bas, c'est le collectif qui s'appelle BIG, Bureau d'intervention graphique. C'est à Bischwiller, donc peut-être que c'est pas non plus très loin de chez vous, avec une période d'enquête qu'ils ont fait pour récolter le souvenir des habitants et leur rapport aux migrations. Et ensuite, les ont transformés en sculptures qu'ils ont co-construit avec plusieurs institutions pour raconter un peu l'histoire des migrations qui se sont tissées autour de la ville. Je vous ai mis plusieurs photos parce que je trouvais ça très beau et notamment ce stand qui a été mis au cœur de la ville et au cœur des marchés avec une récolte et une proposition de récolte des informations et de dialogue pour raconter les histoires des personnes. Donc je trouve que cette image est très belle et parfois du coup il y a un projet à faire avant le projet en lui-même. Je ne sais pas si on a le temps dans les délais qu'on a, mais en tout cas je trouve que juste cette image fait partie intégrante de l'identité de la démarche, au-delà de la restitution ensuite dans les espaces publics de ces phrases et de ces extraits. Je reviens sur une théorie qui est celle de une publication sur le récit dans l'exposition. On en a parlé un peu tout à l'heure de raconter et de vivre une histoire. Je trouve que c'est intéressant de voir dans une échelle un peu longue du passé, du présent et du futur comment s'intègre votre création et la scénographie, puisque la place du récit, elle est prépondérante pour transmettre quelque chose, pas comme ma conférence qui est un peu temps 1, petit 1, petit 2, petit 3. Vous devez trouver une forme qui est un peu différente, mais la décomposer dans votre tête pour savoir vers où vous mettez le curseur entre passé, présent et futur, l'histoire du lieu, ce qui est raconté, ce que vous en dites aujourd'hui et ce vers quoi vous voulez aller ou tendre, ou quelle est la suite de la visite, puisque l'intérêt du projet, c'est celui de la présentation de l'exposition, mais c'est aussi tout ce qu'elle va pouvoir transmettre par la suite aux personnes, comment ils vont être affectés. On leur demande de plus en plus d'avoir des retours d'expérience sur les interventions, notamment quand il y a des subventions
pour pouvoir évaluer le changement que ça a fait. C'est quand même très, très compliqué comme démarche. Mais pour aller chercher des subventions dans la vie professionnelle, il faut expliquer l'impact qu'on va avoir. Donc, c'est important d'y réfléchir en amont du projet, parce que c'est comme ça qu'on rédige un peu son récit et sa volonté pour le projet. Et puis après, on va sur des lectures qui sont plus complexes, mais je voulais quand même vous transmettre l'écosophie, qui est une notion qui a été créée par Lucie Marinier et qui a une chaire au Musée des Arts et Métiers sur culture et création en mutation. Et elle fait bouger beaucoup de choses. Elle est dans un groupe qui s'appelle Logger Lab Scénographie, auquel je participe. Donc c'est toujours très intéressant et elle voit comment la culture peut bousculer les espaces publics, comment on peut interagir, frotter et s'hybrider avec ces espaces pour les faire évoluer, avec cette illustration de la photographe Randa Maroufi, qui a fait un projet qui s'appelle Les Intruses, en allant photographier les femmes devant les cafés dans le quartier de Belleville, dans la position des hommes, parce qu'elle a remarqué qu'il n'y avait que des hommes devant les frontons de café de cette rue. Et donc, elle a transposé comme ça, elle l'a réaccroché ensuite dans la ville. Mais ces projets, ça fonctionne que si on est beaucoup dans le dialogue, sinon oui, ça provoque du rejet. Et c'était là, dans la posture, qu'on peut aider à prendre conscience un peu de ces zones critiques, de cette petite couche de sensibilisation et de crise de sensibilité qu'on a sur le vivre ensemble et sur les impacts sur l'environnement. Voilà, donc je vous mets tous les liens. C'est des lectures qui sont plus compliquées. Là, c'est des extraits qui résonnent très bien avec notre projet aujourd'hui. Et puis, pour celles qui sont très intéressées par la partie exposition, nous avons un projet qui est donc une exposition collective, même si vous travaillez chacune individuellement pour la partie d'œuvre qui vous concerne et avec les habitants. On ne peut pas oublier le fait qu'on est dans un espace dynamique de passage en contact avec les publics et que chaque élément que vous allez proposer vont former un tout dans la pensée et la compréhension de ce projet. Donc, c'est important du coup d'avoir toujours des connexions entre vous et de savoir ce que les autres font pour voir comment ça peut résonner. Donc, cet article d'une jeune commissaire qui s'appelle Céline Poulain, mais qui maintenant est devenue directrice de la FRAC, donc je pense que c'était un article un peu plus ancien, FRAC Île-de-France, pardon. Il est assez intéressant parce qu'il questionne plusieurs thèmes de l'exposition collective dans l'espace public. Là, elle parlait d'une exposition avec des œuvres plus classiques, mais ce principe de l'anonymat et de comment est-ce qu'on peut s'effacer devant les œuvres qui s'exposent dans l'espace public, est-ce qu'on est perçu comme un artiste ou au contraire comme une intervention urbaine. Mais ça permet aussi de passer des messages et d'être un passeur, un média, alors que les œuvres dans les musées aujourd'hui créent beaucoup de blocages de certains publics qui n'osent pas y rentrer et qui ne les comprennent pas. La question de la propriété, hein, qui, quand on s'installe en ville dans un espace public, enfin, ça fait évoluer la perception d'un lieu, à qui appartient votre œuvre, qui en est responsable finalement, et à quoi on se confronte quand on s'installe dans l'espace public, et à quoi on se confronte en termes d'impact, puisque aujourd'hui on connaît les conséquences d'une intervention qui peut dégrader un espace public ou qui peut l'enchanter, mais attention aussi à l'impact à long terme sur la détérioration qui pourrait créer des problématiques socio-artistiques de l'espace qui fait qu'après on n'a plus du tout envie de s'implanter et sur l'immeuble culte mais dans la ville de façon générale. Donc il faut prendre garde avec les parties prenantes institutionnelles et villes pour la façon de s'intégrer. Tout en gardant un espace de liberté évidemment et heureusement la dimension événement que vous avez qui va être temporaire permet d'aller un peu plus loin que quand c'est des demandes d'autorisation permanentes. Mais c'est une forme de conquête de l'espace à temps court ou à temps long qui est assez intéressante et dont elle parle très bien pour réinvestir des espaces qui sont des lieux de passage et voir comment on peut faire s'arrêter, ralentir ou coloniser un espace qui n'est pas regardé ou qui n'est plus fréquenté. Donc le lieu d'implantation va être très intéressant. Alors le dialogue, on ne peut pas s'insérer dans l'espace public ou même faire une exposition sans penser, rêver, imaginer quel va être le dialogue qu'on a avec les personnes autour. Donc
Vous avez la particularité de ne pas être attendu pour cette exposition autant que ça, donc devoir faire signe tout en faisant sens dans l'espace pour des gens qui vont être de passage et qui peuvent être attirés par ce que vous produisez, par la forme que cela prend. Euh, pour ça, je pense qu'il faut commencer par savoir exactement mettre à plat ce qui fait œuvre pour vous, ce qui est important pour vous de façon viscérale, ce qui va pouvoir résonner avec vos partenaires dont on porte la voix dans ce projet finalement, ou les publics qui n'auront pas été du tout au courant de votre démarche, qui le verront et qui le croiseront. Une des solutions, c'est quand même d'attirer l'œil visuellement. Alors, je vous ai mis le projet de Guitare on Off en bas, qui est un projet que j'ai fait il y a plusieurs années pour la Cité de la Musique, qui était dans le hall de la Cité de la Musique à Paris, et qui a voyagé à Barcelone et à Roskilde ensuite, et à chaque fois en extérieur. Et c'est drôle parce que j'ai cherché la scénographie pendant vraiment plusieurs semaines. Je ne savais pas quoi faire. C'était sur toutes les collections de guitares de ces 3 musées de musique. Et puis, j'ai eu assez rapidement l'idée de faire une guitare, parce qu'il fallait une salle de projection toute noire à l'intérieur, et puis pas mal de dispositifs numériques qui voyageaient, et de collections. Donc, ça solutionnait pas mal de choses. Et puis, je me suis dit, non, on ne va pas faire une forme de guitare pour faire une expo sur les guitares. J'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup trop littéral comme proposition. Donc, je me suis bridée. J'ai fait une autre proposition beaucoup plus abstraite avec des couleurs. Et puis, finalement, quelqu'un a vu le croquis et a dit, mais c'est génial cette demi-guitare. Et en fait, les gens m'en reparlent encore aujourd'hui. Donc, il faut arriver à trouver une forme très originale, mais finalement, parfois le plus simple. Quand on veut faire signe et que les gens ne sont pas venus pour l'exposition, c'est aussi une façon de faire un message sur le thème. Et donc, là, la scénographie est un vrai atout pour trouver le ton juste et s'insérer dans le paysage. Je vous ai mis cette deuxième photo sur le fait d'attirer l'attention des personnes qui n'étaient pas venues initialement pour jouer, qui pouvaient être de passage, avec l'atelier Rodin, dont je vous présenterai les étapes de sa création. C'est un atelier expérimental pour enfants sur le dessin et le modelage qui a lieu tous les ans depuis 4 ans au musée Rodin. Pour les familles, on touche à un public plutôt 3-12 ans. Et pour l'année dernière, on a rajouté un élément qui c'était le 1, 2, 3 statue, qui transformait 1, 2, 3 soleil. Et en fait, en reprenant des sculptures de Rodin, on invitait à faire des poses qui étaient un peu différentes au moment où on courait. J'étais assez étonnée parce que graphiquement, c'était pas un impact énorme. Et en même temps, les enfants se le sont appropriés à toute vitesse et ont adoré courir. Donc en résonnant, c'est un peu comme le Kies, en résonnant avec des codes et des jeux que les gens connaissent, ça évite d'avoir des consignes. Vous voyez qu'il y a un cartel de consignes. Il y a des jeux qui sont complexes où il faut expliquer pendant 3 heures comment il va jouer. Tous les enfants passent à côté et vont ailleurs. Ce qu'ils aiment, c'est ne pas avoir à lire un texte et à comprendre tout de suite comment on peut s'approprier. Donc la partie intuitive du dispositif, c'est vraiment la clé aussi pour trouver euh, le, le contact avec les publics. Et c'est vraiment associé à ce travail que vous allez avoir à faire du temps de lecture nécessaire pour comprendre votre projet. Bon, après, on peut le ressentir, on n'est pas obligé de le lire. Peu de personnes lisent les cartels. Ils sont là pour ceux qui veulent approfondir. Mais vous allez avoir un écho aussi sur le site internet et sur ce qu'on appelle la post-visite, donc la vie de votre œuvre après sur le site internet. Moi, j'ai pu découvrir les éditions précédentes et il y a plein de choses que j'ai adoré voir juste en les découvrant sur le site internet. Donc ça, dans votre démarche, je pense qu'il faudra en prendre soin dans l'attention assez rapidement. Euh, alors, qu'est-ce qu'un projet réussi dans l'espace public? Moi, j'ai un muséographe qui m'avait dit qu'il fallait pas compter le nombre de personnes qui visitaient une expo, qu'il fallait compter le nombre de dialogues qu'on avait générés entre les gens pendant la visite et après. Donc finalement, je pense que ce qui génère de la conversation, du dialogue et de la rencontre entre les publics, c'est un des vraiment curseurs de réussite d'un projet. Il y a aussi le fait de questionner des choses, c'est-à-dire de faire bouger. On est tous dans des sphères de connaissances qui sont reproduisent de plus en plus, surtout avec les algorithmes, qui nous font avoir des difficultés à sortir de nos préjugés ou de nos connaissances initiales ou nos sujets de prédilection. Et s'insérer dans la ville, c'est une façon de pouvoir pénétrer un peu dans les bulles de chacun, dans leur passage, et d'intriguer sur des sujets pour qu'ils aient envie de les approfondir après la visite. Donc c'est cette année un peu la spécificité d'avoir ces populations avec lesquelles vous allez travailler, qui vont être vos publics et qui vont vous permettre d'ouvrir des champs des possibles pour chacun, en mobilisant les sens, les conversations,
Euh, et après, je vous ai mis une citation de Freeman Tilden, qui est une personne qui a beaucoup travaillé sur les parcs nationaux américains et qui a fait une publication qui s'appelle Interpreting Our Heritage. Alors, ça concerne vraiment la visite dans les parcs, mais en fait, ça peut s'extrapoler, cette notion d'interprétation, à tous les sujets d'exposition ou de présentation. Puisque lui, ce qu'il postule, c'est qu'en fait, juste la contemplation ou l'information scientifique, ça ne peut pas conduire à une satisfaction des attentes des visiteurs. Ça ne peut pas faire évoluer les préjugés. Donc, pour lui, si on veut transmettre des choses, en fait, il faut impliquer les visiteurs par une expérience personnelle et par l'émotion. Donc, gros défi. Mais c'est aussi pour ça qu'on active de plus en plus les sens dans les expositions avec des choses qui passent par le toucher, l'odeur, l'écoute, et qu'on multiplie les approches. Parce que finalement, Freeman Tilden, il invite à s'appuyer sur un trait de la personnalité du visiteur pour se connecter à lui, s'adresser d'abord plutôt sur l'affect et sur la rencontre que sur une somme d'informations dans des textes d'introduction, de parties, de sous-parties qui vont donner des données scientifiques. Je pense que ça, c'est beaucoup plus intéressant de les découvrir soit sur Internet, soit dans des livres, quand on a envie d'approfondir un sujet, mais quand on veut révéler et donner du sens à ce qu'on fait dans l'espace public, euh, le but d'instruire ne va pas fonctionner en fait. Éveiller la curiosité ou provoquer des réactions, finalement, c'est les mêmes choses dans un parc national ou dans une culture plus urbaine et patrimoniale pour se connecter avec les publics, tant sur la restitution du passé que de la lithographie, que du présent de son activité artistique. Alors, à votre disposition, on a la mallette des outils d'un scénographe d'exposition ou d'un artiste d'exposition. C'est un peu les mêmes que ceux de la médiation en 2D, en 3D. Finalement, on va travailler avec plein de gens et cette pratique collective, elle va nourrir le projet et on va aller plus loin que si on l'avait fait tout seul parce que ça accélère, je trouve, quand même les prises de décision et dans les contacts avec les enseignants, les participants et entre vous, si vous pouvez. Je vous ai mis, du coup, comme je vous ai présenté, plein de contenus à lire d'autres personnes. Je vous mets quand même, parce que si vous avez besoin de vous attacher à plus comment on monte une exposition, pour la suite, il y a un livre, Concevoir et réaliser une exposition, que j'ai coécrit avec les paragraphes sur lesquels je suis spécialiste, aux éditions Erol, et puis sur l'association des scénographes, scénographe.fr, il y a un guide des bonnes pratiques gratuit, téléchargeable, si vous souhaitez. Comme vous voyez en scénographie, donc on est là, mais on coordonne souvent des équipes très complexes de personnes qui vont intervenir sur plein d'aspects. On coordonne une relation avec une maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les clients, les responsables de la commande, mais aussi les chefs de projet, de la médiation, de l'intervention, de l'espace, de conservateurs, et avec les gens qui vont nous aider à les réaliser. Et je pense que à l'échelle de ce projet, vous avez les mêmes problématiques de commencer à savoir comment gérer un projet pour advenir d'un point A à un point B où vous voulez emmener tout le monde. Euh, Si on parle ensuite de façon plus macro sur cette exposition collective que vous êtes en train de mener, finalement, il y a un travail qui est de l'ordre du scénographie, mais aussi du graphisme, pour trouver le lien et l'identité générale. On ne peut pas entièrement s'en remettre aux personnes qui ont bien voulu se manifester pour créer le fil conducteur de la rédaction de titres ou de cartels. Je pense si on veut amplifier un discours et marquer les rétines et les esprits, vous devez avoir une coopération entre vous pour trouver la façon dont on va faire des liens dans les signatures graphiques des projets eux-mêmes, mais aussi dans la façon de relier visuellement les œuvres les unes des autres dans une visite de déambulation urbaine. Et pour ça, vous avez chacun du coup cette responsabilité de faire le lien dans l'espace en choisissant vos emplacements, trouvant ces connexions visuelles ou en faisant un plan de repérage de la visite qui soit cohérent, mais aussi de comment faire signe graphiquement avec des échelles de titrage, des cartels. Vous pourriez aussi choisir une couleur commune ou des choses qui vont faire cet indice-là. Je vous ai montré pour le projet Baignade que vous avez aperçu tout à l'heure dans les égouts de Paris, des recherches qu'on a pu faire en phase d'esquisse. Et vous voyez que le projet, il aurait pu prendre plein de formes différentes. Il y en a qui voulaient que ça soit juste de l'eau bleue qui ait l'air de passer sous les panneaux, comme si la scène était entièrement propre.
d'autres personnes qui voulaient ajouter d'autres couleurs pour créer cet environnement dans l'équipe. Je parle entre les graphistes, les concepteurs et puis les gens du musée des égouts. Et puis plein d'interrogations sur les formes arrondies, rectangulaires, qui avaient des implications sur les coûts, sur la complexité, sur les matériaux. Au début, on était sur des panneaux durs, et puis en fait, c'est trop lourd pour l'itinérance, donc on a choisi des panneaux en alvéolés très très légers, avec cette trame que cela impliquait, qui nécessitait d'avoir des fonds plus denses pour la lecture. Donc le choix des matériaux, des couleurs, doit se faire quand même assez tôt dans le projet pour pouvoir voir comment ça s'implique et comment ça s'intègre dans chacune de vos installations. Et du coup, pour les 10 minutes qui nous restent, je vous propose de balayer des inspirations plus de formes qui m'ont intriguée et qui pourraient résonner avec vos projets, ou en tout cas qui pourraient vous permettre de découvrir, si vous ne les connaissez pas déjà, ces collectifs qui ont souvent une forte implication sociale, joyeuse et constructive dans les villes. Ce collectif ETC, du coup, qui rassemble plein de personnes d'horizons différents et questionne beaucoup le rôle des architectes dans la ville et crée des friches ou transforme des espaces urbains en espaces collectifs de vie. Donc, je vous invite à aller regarder et je vous ai mis plusieurs formes, des interventions de sérigraphie sur tissu avec des écoles et des étudiants, du graphisme où là, c'était une forme de plan pour expliquer tout ce qui se passait sur la friche qu'ils avaient transformée, qui est très poétique. On n'est pas obligé de faire de la signalétique uniquement fonctionnelle. Je pense que vous avez la liberté, là, aujourd'hui, dans votre projet, d'exploiter toutes les formes créatives qui sont à votre disposition. Un collectif qui s'appelle Jaune Sardine, qui fait plus du graphisme, mais en fait travaille sur beaucoup de design participatif, avec ce jeu qui a été fait avec beaucoup de concertation avec des personnes pour expliquer du coup l'aménagement du pays d'art et d'histoire de Serpons, Ubaye-Durance. Très dur, hein, pays sud, c'est plus. Voilà. Donc l'idée, c'était de sensibiliser les habitants à la qualité du patrimoine. Et en fait, ils l'ont transformé en jeu, en produisant sur mesure quelque chose qui est très esthétique et qui permettait de faire du lien et du dialogue pour expliquer des choses qui sinon auraient été comme une conférence unilatérale, sans dialogue, comme je suis en train de faire. Ils ont aussi travaillé avec des choses qui sont plus graphiques, justement, pour raconter du coup une balade urbaine menée par le CAUE 13. Donc c'est intéressant comme on a ces guides de balade urbaine, pardon pour le bruit, qui a été fait par la ville sur le quartier de Cronenbourg. C'est intéressant de voir comment eux, ils ont pris plein de choses qui se passaient dans la ville pour le transformer en jeu sur plusieurs pages et découvrir la cité radieuse de Le Corbusier. Voilà, j'ai vu plein de choses pas mal. Et puis ce projet qui est plus muséo, puisque c'était au Mucem à Marseille sur le sujet du buffet, avec des jeux pour enfants qui ont été faits avec des moyens low-tech que je trouve vraiment très intéressants pour sensibiliser les personnes, des grands puzzles, des choses aimantées, un faux métro avec des rails qu'on construit. Donc à une échelle qui est un peu plus grande que le jeu individuel. Et c'est ça qui est intéressant dans la pratique collective, en fait, c'est de donner de l'ampleur et de voir des choses qu'on ne pourrait pas faire chez soi. Je vous parle aussi du studio Le Bleu, qui sont des graphistes, Amélie Le Bleu, avec qui je travaille souvent, et qui a axé sa pratique beaucoup sur des expériences corporelles et artistiques dans la ville. Donc là, c'est une installation qu'ils ont fait à Montréal, avec des règles du jeu qui étaient écrites sur le fronton des marches. Et en fait, en équipe de joueurs, on devait compter des points en coopérant pour essayer de mettre tantôt qu'un seul pied, tantôt deux, et de repartir. Et je trouve que cette façon d'avoir une posture active de joueur dans la ville, c'est une façon de s'approprier le territoire, de transmettre, qui complète des approches autres, hein, qui peuvent être complètement plus rationnelles ou plus théoriques, mais qui construit quand même des nouveaux récits. Voilà, sur un escalier peut se transformer en autre chose s'il est bien employé. On l'avait vu dans les inspirations qu'Aurélie vous avait mis sur les éditions précédentes. Je vous parle de Martial Marquet, qui est un designer aussi, qui travaille avec Amélie Lebleu et qui, sur son site internet, a beaucoup de projets dont il détourne les commandes pour les transformer à sa sauce avec un regard artistique que je trouve toujours très intéressant.
euh, plein de possibles. C'est plus abstrait, plus difficile de se l'approprier, c'est moins dans le familial et grand public. Mais les constructions sont toujours tellement étonnantes que ça intrigue énormément. Je ne vous en parle pas plus longtemps, je vous fais juste des teasings sur tous ces projets. Sur la créativité dans la ville, il y a Arteplan qui réunit pas mal de choses sur les pratiques qui se font et l'évolution des pratiques de l'art dans la ville. Ils ont construit 4 guides qui sont téléchargeables aussi sur un peu les signes des démarches artistiques, sur l'appropriation du territoire. Beaucoup de subventions qui naissent aujourd'hui entre art et sciences pour transmettre au public par des outils dans l'espace, des sujets qu'ils n'iront pas forcément lire sur des publications obscures et complexes à s'approprier. Et par exemple, ce collectif Random, c'est un groupe d'intervention dans l'espace public qui va faire des recherches comme ça, action, avec plusieurs années où ils s'implantent dans un quartier et ils cherchent justement à collecter la parole et à voir comment la restituer. Alors, ils utilisent le rubalise, des constructions en carton, mais beaucoup d'interventions sont assez poétiques, même s'ils sont dans des formes qui sont assez hybrides et légères et temporaires. Le collectif Hop Hop Hop, c'est un collectif de Besançon qui transforme beaucoup de friches en espaces de tiers-lieux culturels qui font vivre et qui expérimente pas mal de pratiques professionnelles, tant pour des constructions de mobilier que pour des démarches d'accompagnement sur des sujets. Là, en l'occurrence, effectivement, c'était une carte d'un habitat désirable pour les personnes âgées. Donc, ça résonne avec ce que vous pouvez avoir comme démarche, d'essayer de cartographier un quartier, de faire des fiches d'identité des personnes qui l'habitent et de le restituer au cœur de la ville en posant les éléments avec les habitants eux-mêmes. Ça fait penser beaucoup au projet de JR à une autre échelle de celui de Montrapon, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir ces échanges et ces rencontres et de valoriser les personnes et les dialogues et leurs récits dans cette forme très simple mais très efficace aussi pour l'échelle d'un projet rapide. Pour vous parler de graphisme encore un peu, je pense que l'autre soi, qui est un lieu de création et d'habitation et d'hébergement d'urgence. L'identité a été créée par Graphein Design sur le principe du lien, puisque ça s'appelle, enfin c'est un quartier où il y avait la fabrication de la soie, donc c'est un jeu de mots évidemment sur le passé de ce quartier de Villeurbanne. Mais du coup, ils ont décidé que c'était l'autre soit avec 2 points et que les gens pouvaient relier infiniment ces 2 points entre eux. Donc, il y a un mur participatif dans l'espace où chacun peut s'amuser avec cette règle du jeu en faisant ensemble et en questionnant ce principe de l'altérité dans la communication du projet. Vous allez voir que ça se déploie de plein de façons différentes, dans plein de jeux de mots différents avec beaucoup d'humour et dans des propositions de hackathons de dessins qui ont pu être faits avec les personnes qui y vivent, et même une exposition pour expliquer du coup l'histoire du quartier dans une forme très légère. Je pense qu'on peut faire mieux qu'avec des grilles comme ça métalliques, mais assez efficace dans la restitution rapide d'un sujet et de l'histoire d'un projet. Le cabanon vertical, je vous en parlais tout à l'heure, puisque c'est celui qui a écrit le guide de l'urbanisme transitoire. Olivier Bedu travaille beaucoup à Marseille. Je vous invite aussi à regarder euh, les projets qu'ils ont pu faire, parce que c'est vraiment dans de l'urbanisme participatif artistique, pour créer des lieux fédérateurs, aménager des chemins des écoles, du trajet des écoles, avec des choses plus joyeuses, et quand on traverse des parkings, et guider l'attention aussi pour faire la coopération des espaces. Et c'est vraiment un mix entre 2D, 3D, espace de vie, adaptation, vous voyez, aux formes du quartier que je trouve déploie des petites subtilités très intéressantes sur la requalification d'un environnement et sur le jeu aussi comme mode d'aménagement d'un espace. Vraiment, vraiment, c'est un collectif qui fait euh,
soit des objets, soit des installations, soit des accompagnements au récit pour des sujets de services d'intérêt général, ils disent, pour réparer et produire des choses utiles. Et ils ont une attention importante justement au bien commun et à la façon dont ils s'insèrent dans l'environnement au quotidien, comme un service public finalement. Et ils mettent en open source beaucoup des choses qu'ils ont produites, que ce soit les modules de banque qu'on peut réemployer à l'infini, ou des projets qu'ils ont écrits pour des collectivités. Ils considèrent qu'à partir du moment où c'est de l'argent public qui a payé leur projet, ils doivent pouvoir être diffusables à tout le monde. C'était le cas, par exemple, pour raisonner avec ceux qui travaillent plus avec LPO et sur la biodiversité du vivant, de ce guide de déploiement de biodiversité administrative. Alors qu'il faut creuser dans le détail, puisque c'est vraiment plusieurs guides qui ont été créés pour créer des micro-parlements des vivants et sensibiliser du coup des personnes qui sont totalement étrangères à ces notions sur l'attention aux vivants dans la recherche de design de l'action publique. C'est fait avec beaucoup d'humour et de créativité, je trouve, comme ce petit schéma entre biodiversité, administration et biodiversité administrative. Je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à découvrir les projets de Vraiment Vraiment et leur approche. Pan Architecture, c'est un collectif à Marseille d'architectes qui ont fait une installation sur la ville pendant 24 heures en se déployant dans un bâtiment de plein de façons différentes, mais avec des moyens très légers. Je ne suis pas très pour les installations palettes, mais en même temps, quand c'est pour 24 heures, c'est quelque chose qui permet de déployer très très rapidement des compétences en volume à moindre frais et puis qu'on peut remettre sur le marché du matériau pour la suite. Ils ont utilisé beaucoup de bâches et de tissus parce qu'ils avaient trouvé un stock de cette couleur bleue. Et puis, vous voyez, il y a, c'est un tout petit, pardon. Ah, mais je crois que je l'ai remis en grand, voilà. Cette façon d'utiliser les grilles de la ville pour retisser dessus un peu ce panorama de la ville. Je trouvais ça très intéressant. Ils l'ont réemployé sur le titre. Ça, c'est des choses vraiment qui font lien avec ce petit code, par exemple, puisque c'était un parcours urbain qui est réutilisé, soit cette façon d'utiliser ces stocks de polyane dans l'exposition intérieure, en extérieur, pour donner une identité au lieu où qu'on soit. Merci Olivia.